La gravure que nous voyons ici fut réalisée par Léonard Gautier à l'occasion de la mort du poète. L'image représente Ronsard dans la fleur de l'âge et couronnée de feuilles de laurier. Dans la bordure ovale, nous pouvons lire la devise latine et lauro et myrto, c'est-à-dire laurier et myrte. Dans la culture latine, ces deux plantes symbolisent le triomphe militaire. À partir du Moyen Âge, la couronne de laurier est aussi utilisée pour symboliser la gloire des grands poètes, comme Dante ou Plutarque. Ce portrait vise à célébrer Ronsard comme le successeur des poètes illustres de l'Antiquité et du Moyen Âge, et comme le vrai fondateur de la poésie nationale française. Il contribue aussi à valoriser la conception ronsardienne du poète comme vates, mot latin qui signifie devin ou prophète. Pierre de Ronsard naît en 1524 au château de la Poissonnière, en Vendômois. Une partie du château existe encore de nos jours. Le père du poète, Louis de Ronsard, avait participé aux guerres d'Italie sous François Ier. Après des études au collège de Navarre à Paris, son père obtient pour lui la fonction de page à la cour de France, auprès du dauphin. Il assiste au mariage de Madeleine de France, fille de François Ier, avec le roi d'Écosse Jacques V. Page de la reine, il l'accompagne en Écosse et reste avec elle jusqu'à sa mort prématurée. Revenu en France, il devient valet d'écurie à l'écurie royale. Vers 1540, Ronsard devient secrétaire du diplomate humaniste Lazare de Baïf, père du poète Jean-Antoine de Baïf. Sa carrière est interrompue jusqu'en 1543 par une longue maladie qui le rend sourd. À l'issue de cette maladie, il reçoit la tonsure par l'évêque René du Bellay et devient clerc. Ce titre lui permet d'obtenir des bénéfices ecclésiastiques, mais lui impose le célibat. À la même occasion, il rencontre Pelletier, secrétaire de l'évêque. Entre 1544 et 1547, Ronsard est à Paris avec Lazare de Baïf et connaît Jean Dorat, précepteur de Jean-Antoine de Baïf. Lorsque Dorat devient directeur du collège de Coqueret, Ronsard le suit. La première œuvre publiée par Ronsard sont les 4 premiers livres des Odes en 1550. Le recueil fait l'objet de critiques publiques de Melan de Saint-Gelais, poète marotique qui s'oppose aux nouvelles théories poétiques de la Pléiade. En 1552, Ronsard publie son premier canzoniere, Les Amours, dédié à Cassandre Salviati, fille d'un banquier italien. Il publie aussi le 5e livre des Odes. En 1553, paraît anonymement le livre de Folâtrie, recueil de 8 poèmes licencieux qui marque l'introduction de la poésie de Ronsard du style bas. Entre 1554 et 1555, le poète publie Le Bocage et Les Mélanges, renfermant des pièces d'inspiration rustique qui chantent dans un style bas les plaisirs d'une vie simple, pourtant menacée par l'angoisse du temps qui passe. Ronsard connaît à cette époque Marie Dupin, une jeune paysanne originaire de Bourgueil qui lui inspire une grande partie des poèmes de la Continuation des Amours et de la Nouvelle Continuation. À la même époque, le poète se consacre aussi à la poésie philosophique des 2 livres des hymnes. Les succès poétiques de Ronsard lui valent la faveur du roi Henri II, qui le nomme aumônier ordinaire du roi. Cet événement marque la victoire des théories de la Pléiade à la cour. Vers 1560, la situation politique et religieuse en France se fait de plus en plus difficile et culmine avec la première guerre de religion en 1562. Ronsard, qui avait jusque-là maintenu une position de catholique modéré, s'engage contre les théologiens protestants en écrivant 4 textes. Les 2 discours de misère de ce temps, la remontrance au peuple de France et la réponse aux injures et calomnies. Entre 1564 et 1566, la reine Catherine de Médicis donne divers divertissements dont le but est d'apaiser les nobles catholiques et protestants. La modération et la douceur sont les maîtres mots de la politique de ces années. Dans ce contexte, Ronsard écrit plusieurs pièces pour les fêtes royales qui se déroulent au château de Fontainebleau, qu'il publie en 1565 avec le titre d'élégie, mascarade et bergerie. Pourtant, la politique de conciliation voulue par Catherine de Médicis ne suffit pas à empêcher le massacre de la Saint-Barthélemy. Le règne de Charles IX est menacé en même temps par la Ligue catholique et par les réformés.
Peut-être pour donner assise au pouvoir du roi en ce moment critique, Ronsard fait paraître les 4 premiers chants de la Franciade, une épopée en décasyllabes qui chante l'histoire de la France en s'inspirant de la légende de l'origine troyenne des Francs. À la mort de Charles IX et l'avènement d'Henri III, Ronsard tombe en disgrâce et se retire à la campagne, où il se dédie aux 2 dernières éditions de ses œuvres complètes et à son dernier canzoniere, Les Sonnets pour Hélène, dédié à Hélène de Surgères, protégée de Catherine de Médicis. C'est la reine qui exhorte le poète à composer ce recueil qui chante un amour élevé mais tenté de mélancolie. Pierre de Ronsard meurt en 1585. Sa vie et ses œuvres sont célébrées l'année suivante par Claude Binet, confident du poète. Ainsi que nous le verrons, la poésie philosophique de Ronsard se manifeste surtout dans les hymnes, mais elle se rencontre déjà dans certaines odes. La vocation première de l'ode est l'éloge. Elle doit exprimer des idéaux de vertu et d'opulence et célébrer les principes qui structurent le monde. Dans l'ode, le pouvoir du roi et des puissants est souvent la manifestation et le garant de l'ordre du monde. Les poètes de la Pléiade s'inspirent surtout des odes de Pindare et d'Horace. Nous allons étudier ici les extraits de 3 odes de Ronsard afin de voir quels concepts philosophiques elles renvoient. En 1549, dans l'ode sur la 20 entrée du roi à Paris, Ronsard s'inspire des bucoliques de Virgile pour évoquer le printemps qui accompagne l'entrée du roi Henri II dans la ville. Dans cette ode, Ronsard évoque le thème de la séparation des éléments du chaos primitif et de la fécondité nouvelle de la terre. Pour célébrer le roi, Ronsard fait coïncider son arrivée avec le début de l'âge d'or que la nature annonce par les printemps. Les images du ventre de la terre et du ciel enamouré expriment une vision panthéiste et dynamique de la nature. Cette conception philosophique a ici une portée politique. C'est l'avènement du roi qui garantit en effet l'ordre et la régénération du monde. En 1550, Ronsard célèbre la paix signée par Henri II avec l'Angleterre. Ronsard trouve chez le poète latin Claudien l'idée que la clémence dissout le chaos primitif, en acquérant ainsi le prestige d'une divinité mère. La paix devient sous la plume de Ronsard un principe vital et mouvant qui anime le monde. L'abondance de verbes de mouvement, tournoyer, danser, voler, rend poétiquement la force active de la paix. D'autres éléments du poème renvoient à la structure de l'univers. Le bal des étoiles qui évoque le mouvement harmonieux des astres et l'idée de la rondeur de la sphère du monde et donc de sa perfection. Enfin, Ronsard met l'accent sur l'importance philosophique de l'amour qui assure la génération des êtres. L'Ode à Michel de l'Hôpital est un véritable réservoir d'images néoplatoniciennes. Nous y trouvons surtout la présentation de la fureur poétique. Nous rappelons que le philosophe de la Renaissance, Marcille Le Fisson, avait traduit et adapté les œuvres de Platon en donnant naissance au néoplatonisme de Florence. Suivant Fisson, les Muses, Apollon, Dionysos et Vénus inspirent aux hommes 4 formes différentes de la folie, appelées fureurs, qui leur permettent d'atteindre l'un, c'est-à-dire Dieu. Chez Ronsard, qui modifie la doctrine ficinienne, ces fureurs sont inspirées uniquement par les muses. Ainsi, la poésie devient la seule source de l'élévation de l'homme. Dans la suite de l'Ode, que nous pouvons lire dans l'extrait, le poète prend la parole pour demander aux muses l'inspiration nécessaire pour accomplir 2 missions. Découvrir les secrets des cieux et chanter Francion, le héros de la Franciade, l'épopée de l'histoire de la France conçue par Ronsard. Comme dans l'Ode sur l'avant-entrée du roi, ici philosophie et politique se mêlent. La poésie des hymnes exprimera en revanche une philosophie plus métaphysique, projetée vers les cieux. L'hymne est un chant de louange originellement adressé aux dieux. Ses formes païennes sont l'hymne orphique et l'hymne homérique, mais à la Renaissance il est encore présent comme forme liturgique dans l'hymnaire catholique. Les hymnes de Ronsard sont traversés par l'idée que la poésie peut saisir, à travers le mythe, les réalités naturelles à l'égard desquelles la raison est peu opérante. Le poète est un vates, mot latin qui signifie devant.
Toutefois, Ronsard décrit la nature et ses forces en rejetant la précision et le didactisme, guidé par l'inspiration poétique. Dans l'hymne du ciel, publié en 1555, nous trouvons un exemple de la conception de l'univers qui domine au XVIe siècle. Les gens de cette période croient, en accord avec la doctrine d'Aristote, que l'univers est un espace clos, constitué de 8 sphères qui ont le même centre. Ce centre est la Terre, alors que sur les autres sphères, nous trouvons la Lune et les autres planètes. La dernière sphère qui circonscrit l'univers est la sphère des étoiles fixes. Au-delà de celle-ci, il n'y a rien, pas même le vide. L'univers est à cette époque borné et unique. Le paradigme de cette époque, c'est-à-dire sa représentation du monde, est fondé sur l'unité. L'unité est le signe de la perfection, alors que la multiplicité est en conséquence du péché original. Cette idée, qui se trouve inscrite dans le christianisme, est aussi présente dans le néoplatonisme. Au XVIe siècle, tout doit renvoyer à cette unité. Cette idée se trouve alors dans la religion, dans la cosmologie, dans la philosophie, mais aussi dans la linguistique. Nous avons déjà vu, en effet, que les érudits de cette époque s'étaient mis à la recherche d'une langue originale, commune à toute l'humanité et donc unique. Dans l'hymne de Ronsard, la perfection du ciel s'associe à la sphéricité et à l'unité. À son centre, l'être humain se trouve dans la position de l'observateur qui jouit d'une vue privilégiée sur l'univers. Toujours dans la philosophie d'Aristote, il y a 2 niveaux dans l'univers. Le monde sublunaire, qui se trouve au-dessus de la sphère de la Lune, et le monde supralunaire, au-delà de la Lune. La Terre appartient au monde sublunaire, qui est caractérisé par la corruption. Par conséquent, tout ce qui se trouve sur la Terre est imparfait, y compris l'homme. Pour cette raison, celui-ci essaie de trouver des moyens pour s'élever. La poésie et la philosophie sont précisément de tels moyens. Ainsi que nous l'avons déjà vu dans l'Ode à Michel de l'Hôpital, la poésie peut porter l'homme jusqu'à l'un, c'est-à-dire Dieu. Dans l'hymne de l'éternité, Ronsard reprend l'idée de la fureur poétique. Grâce à cette forme de folie, le poète est en mesure de dévoiler les secrets de la nature et de l'univers. Il se compare à Orphée, le héros grec, fils de la muse de la poésie Calliope, et fondateur mythique de l'orphisme, un courant religieux fondé sur l'initiation. Dans l'hymne de la philosophie, le rôle de libératrice de l'humanité est attribué à cette discipline. C'est grâce à la philosophie, dit Ronsard, que l'âme emprisonnée de l'homme peut être délivrée. Nous remarquons que Ronsard parle aussi de l'importance de dresser les yeux vers les merveilles du ciel. Aussi cette idée vient d'Aristote. En effet, selon les philosophes, les premiers hommes, émerveillés devant la beauté des astres, se demandèrent quelles sont leurs causes. Ainsi, écrit Aristote, c'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. La poésie amoureuse se trouve au centre de plusieurs œuvres de Ronsard. Le poète y chante 3 femmes, Cassandre dans les amours, Marie dans la continuation et dans la nouvelle continuation des amours, Hélène dans les sonnets pour Hélène. À chacune des femmes aimées correspond un style poétique. Ainsi, les dames nobles Cassandre et Hélène sont célébrées dans un style élevé, alors que les vers dédiés à Marie, une jeune fille de peuple, sont composés dans un style humble. Les amours de 1552 sont dédiés à Cassandre Salviati, fille d'un banquier italien au service de François Ier. Nous trouvons dans ce recueil une interprétation pleinement prétarchiste et néoplatonicienne de la passion amoureuse. Le sonnet 201 est un exemple de la lecture ronsardienne des concepts philosophiques qui se trouvent au cœur de la poésie française depuis l'école de Lyon. Nous pouvons comparer ce sonnet de Ronsard avec le dernier disant de la Délie de Sèvres. Dans cette variation du thème, Ronsard attribue son activité créatrice à l'influence bénéfique des yeux de Cassandre. Le regard de la dame a en effet perfectionné son âme. Sous l'impulsion de la folie d'amour, l'esprit s'envole et parvient à connaître non pas le moins beau, c'est-à-dire la beauté de Cassandre, mais le vrai beau, c'est-à-dire l'idée du beau. La continuation et la nouvelle continuation des amours sont dédiées à Marie, une femme du peuple dont on ne connaît pas l'identité historique. Si la tonalité des amours de Cassandre était courtisane,
Tout au long des amours de Marie, nous trouvons une impression de fraîcheur bucolique. Les scènes de ce recueil se déroulent très souvent dans des bois ou des champs, sous les ciels limpides du printemps. Dans cet extrait de la chanson 35, le poète est tenté par l'image de Marie. Sa fantaisie échappe à tout contrôle. Ronsard compare alors les images extravagantes que l'on aperçoit dans les nuages avec les visions de la femme aimée. Les poètes cherchent refuge dans la nature, à l'écart de la ville, mais en vain. L'amour est une maladie qui n'a pas de remède. Ici, la fureur amoureuse n'a pas une fonction purificatrice, mais elle est au contraire la source du dérèglement des sens. En 1578, Ronsard publie ses sonnets pour Hélène, dédiés à Hélène des Urgères, fille d'honneur de Catherine de Médicis. À en juger de l'évolution du recueil, Hélène se montre d'abord sensible à l'amour respectueux du poète, mais devient ensuite plus froide et réservée. Les poètes, âgés de presque 50 ans, prennent la mesure du temps qui passe et s'éloignent progressivement de la dame. Les sonnets 53 marquent l'adieu de Ronsard à Hélène. L'amour lui semble désormais une illusion qui n'engendre que malheur. C'est aussi l'adieu de Ronsard à la poésie amoureuse. Au charme printanier des amours de Marie se substituent désormais les couleurs de l'automne. Ce tableau, appelé Les funérailles de l'amour, est attribué au peintre Henri Lerambert, qui étudia sous la direction de Primatis et qui participa aux travaux du château de Fontainebleau. Le tableau était probablement achevé vers 1580. À gauche, nous voyons le sorcier d'amour, porté par des cupidons et suivi d'un groupe de poètes, probablement les membres de la Pléiade. Le cortège se dirige vers le temple de Diane, sur le sommet d'une colline. Dans le ciel, nous voyons le char de la déesse Vénus, tiré par 2 colombes. Ce tableau allégorique se prête à 2 interprétations. Selon la première, il représente la mort de Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II. Selon la seconde interprétation, le tableau déplore l'adieu à la poésie amoureuse et philosophique par Ronsard, que nous pouvons identifier alors avec le personnage qui conduit le cortège des poètes. À partir des années 1560, Ronsard se tourne vers la poésie engagée. Clerton-sur-Aie, le poète bénéficie depuis 1558 de la charge d'aumônier ordinaire du roi. Il est pourtant un catholique modéré qui n'hésite pas à utiliser ses bénéfices ecclésiastiques pour mener une vie agréable, comme le montre par exemple sa poésie amoureuse. Mais la succession précipitée des événements à partir des années 1560 fait glisser le poète à une position de catholique intransigeant. Dans l'élégie à des autels, Ronsard prend pour la première fois parti contre les protestants. Il dénonce chez les Huguenots le mépris des institutions religieuses et royales. En 1562, après le massacre de Vassy, les protestants et les catholiques prennent les armes, guidés respectivement par Condé et les Guises. C'est dans ce contexte que Ronsard écrit les 2 discours des misères de ce temps, dédiés à la reine Catherine de Médicis. La poésie de Ronsard a désormais pour objectif non pas de plaire à son public, mais de le persuader à railler le camp de catholiques. Dans le premier discours, Ronsard identifie la source de guerre de religion avec le monstre opinion, une création du poète qui s'inspire de l'allégorie de la renommée dans l'Énéide de Virgile. En mêlant l'invention poétique et la référence mythologique, Ronsard décrit la naissance d'Opinion, fille de Jupiter de présomption, et ses effets sur le monde. À cause d'elle, les protestants sont opiniâtres, c'est-à-dire qu'ils refusent de reconnaître leurs erreurs. Pour décrire les conséquences fatales des erreurs des protestants, Ronsard s'inspire de Lucain et de Virgile, qui avaient peint les guerres civiles à Rome. Chez Lucain, Ronsard trouve le lieu commun de la discorde qui déchire les familles et l'État. Nous avons vu l'importance du concept d'unité dans la pensée du XVIe siècle. Dans cette perspective, la multiplicité des cultes religieux risque d'entraîner la désagrégation de l'État, la perte de l'ordre et de la loi. À cause de la discorde, la justice et la raison ont abandonné le monde. Ronsard puise ici dans les Métamorphoses d'Ovide, où Astrée, la déesse de la justice, quitte le monde à cause de la corruption de l'humanité à l'âge de fer.
L'époque des guerres de religion est en effet un véritable âge de fer. Pour le chanter, il faut alors un langage rigoureux et inflexible. Dans le second discours des misères de ce temps ou continuation, Ronsard emploie une image très frappante lorsqu'il déclare qu'il écrira d'une plume de fer sur un papier d'acier. Dans le contexte de trouble, la plume de l'écrivain devient une arme. Dans la suite de cet extrait, Ronsard s'adresse aux protestants et les compare aux sauterelles de l'Apocalypse, qui selon le texte biblique ont un visage d'homme, des dents de lion et des queues de scorpion. De par son style et son sujet, ce passage peut être mis en regard avec les textes des prédicateurs. En parallèle, le poète peut être considéré comme un prédicateur ou un prophète qui exhorte les croyants à se repentir. Dans la remontrance au peuple de France, publiée en 1563, Ronsard construit une argumentation contre le réformé qui se fonde sur la faiblesse de la raison humaine. Le poète affirme qu'il est admis et même souhaitable de discuter sur des phénomènes physiques, c'est-à-dire naturels. Mais les mystères de Dieu ne doivent pas faire l'objet de la spéculation humaine. Sans la grâce de Dieu, la raison est en effet trop faible pour saisir les vérités métaphysiques. Les théologiens protestants sont des hérétiques précisément parce qu'ils veulent expliquer par des raisonnements les mystères de la foi. Ronsard fait surtout référence au débat sur la Sainte Seine, un des points doctrinaux les plus critiques. Les catholiques croient dans la transsubstantiation du pain et du vin, alors que les luthériens croient dans leur consubstantiation. Les calvinistes, enfin, rejettent la présence matérielle du Christ dans la Sainte Seine. Le rituel est donc pour eux symbolique. Ronsard est catégorique. On ne peut pas connaître clairement les mystères des cieux. Nous rappelons pourtant que dans les odes et les hymnes, les poètes avaient célébré la possibilité pour l'être humain de découvrir les secrets de nature et des cieux. C'est que le cadre de l'énonciation poétique a changé. La poésie philosophique, imprégnée de néoplatonisme et de mythes païens, laisse ici la place à la poésie de combat catholique qui ne peut pas faire de concessions. Les poètes militants se tiennent désormais fermement dans les rangs de l'orthodoxie religieuse. Ronsard présente ses théories poétiques dans l'abrégé de l'art poétique français.